Bonsoir tout le monde. Merci à tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire spécial qui rentre dans le cadre du processus de sélection des observateurs des organisations de la société civile dans le cadre du Fonds d'investissement climatique de la Banque mondiale. Donc, les fonds d'investissement climatique, il faut les rappeler, c'est des fonds qui existent depuis 2008 et qui contribuent à soutenir beaucoup de pays de par le monde à travers ces différents programmes. Donc, ce soir, nous allons un peu expliquer le processus de sélection des observateurs. Nous allons aussi présenter brièvement un peu le Fonds d'investissement climatique. Moi, je suis Sani Ayouba, je suis le directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement au Niger. J'étais observateur de 2012 à 2014 au titre du programme d'investissement du Fonds d'investissement climatique pour le PPCR, qui est le programme pilote pour la résilience au changement climatique, dont mon pays, le Niger, fait partie des pays pilotes, donc au titre des organisations communautaires de base. Après cela, j'ai été réélu, mais cette fois-ci pour représenter la société civile africaine pour un autre mandat de 3 ans. Donc voilà, nous sommes au terme de notre mandat. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le processus est lancé. C'est avec plaisir que nous allons partager notre expérience et puis aider en tout cas les autres camarades à mieux comprendre les fonds d'investissement climatique et surtout le processus de sélection, qui peut être candidat, comment être candidat, comment se fera le vote et quelles sont les composantes du fonds d'investissement climatique. Donc, voilà un peu brièvement, mais je pense que je vais, Maya, qui est la coordinatrice en charge au niveau de Resolve. Resolve, c'est l'ONG qui a été recrutée par le programme pour faire la sélection. Donc, ceux qui sont spécialisés dans la sélection. Et le comité de sélection est un comité multipartite, dont moi-même je fais partie au titre de la société civile africaine. Donc, en dehors de moi, il y aura Andrea Bacher, avec laquelle nous allons peut-être animer un peu la session et qui également est observateur au niveau du PPCR toujours, mais cette fois-ci en tant qu'observateur du secteur privé. Voilà un peu ce qu'il faut rappeler parce que nous avons 3 catégories d'observateurs qui sont élus périodiquement dans l'investissement climatique. Et donc, il y a les observateurs pour la société civile, dont j'en faisais partie. Il y a les observateurs pour le secteur privé, dont Andrea Bacher, qui est conseiller principal climat au Climat Partner. Voilà, avec laquelle on va essayer de partager notre expérience aussi. Donc, vous aurez en tout cas sur l'écran les coordonnées de Maya qui suit le processus et nous-mêmes nos coordonnées pour vous aider plus tard dans le processus. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. On peut faire le slide suivant. Salut Andrea, peut-être tu voudrais dire un mot avant qu'on continue. Merci beaucoup, Sani. Oui, donc bonjour et bienvenue aussi de ma part. Et merci que vous êtes présents pour cette webinaire qui est, comme Sani a déjà dit, organisé par Resolve et Sani lui-même qui a aussi travaillé beaucoup pour cette webinaire. Et je suis très heureuse aujourd'hui de parler un peu du processus de sélection. Évidemment, comme Sani vous a dit, je travaille pour le secteur privé, mais on travaille quand même beaucoup avec Resolve, ensemble sur les critères, par exemple, de sélection. Et pour cette session, nous avons pensé qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer moi-même les sélections et les critères. Et plus tard, Sani et Resolve vont parler plus des aspects spécifiques pour la société civile. Merci bien, Andrea. OK, Maya, next slide, maybe. Voilà, comme je le disais, il existe 3 processus de sélection simultanés qui ont été lancés. Donc, vous voyez, pour les organisations de la société civile, donc notre point de contact au niveau des Resolve
c'est Maya Brettenbrook-Smith. Donc, vous avez ces contacts ici. Pour le secteur privé, ça sera avec Andrea. Donc, ceux qui sont du secteur privé ou si vous avez des contacts qui seront intéressés, ils peuvent la joindre, tout comme ils peuvent visiter également les sites web qui sont affichés. Maintenant, il y a un autre processus aussi pour les organisations des communautés ou des peuples autochtones. Donc, eux, ils ont leur propre système de sélection qui est différent du système de sélection des observateurs de la société civile. Donc, voilà les 3 types d'observateurs que nous aurons dans les cadres des CIF. Mais c'est également, chaque catégorie a sa spécificité. Donc, c'est pourquoi la manière dont les observateurs de la société civile sont sélectionnés peut être différente de la manière pour le secteur privé et c'est totalement différent aussi au niveau des organisations des communautés autochtones. Parce qu'à leur niveau, c'est entre eux, ils ont leur réseau, c'est entre eux qu'ils font la sélection, qu'ils font le choix des personnes devant les représenter. À ce niveau, il y a notre collègue du Kenya, Edna Kaptoyo, qui est au niveau du Pastoral Community Empowerment Programme du Kenya. Donc, c'est elle qui les représente au niveau du comité de sélection à ce niveau. Donc, voilà les contacts en cas de besoin ou si vous avez des personnes qui font partie de ces catégories de groupes et qui souhaitent être observateurs. Alors, next slide. Alors, s'il faut parler de l'expérience d'un observateur, c'est quand même très large, mais ce qui est important de mentionner à ce niveau, c'est surtout de savoir que chaque observateur est élu par un groupe bien déterminé. Donc, quand on est observateur pour la société civile au titre d'une région, il va falloir quand même en termes de rôles et responsabilités, savoir qu'on a un devoir vis-à-vis de ceux qui l'ont élu. Je vais revenir plus tard sur la présentation du programme même parce que les CIF, c'est deux programmes stratégiques et dont l'autre programme est divisé, composé en trois sous-programmes. Donc, les rôles principaux quand même pour un observateur, la première des choses, c'est de participer activement au processus de décision dans les cas des rencontres globales au niveau du CIF parce que tu deviens membre d'un sous-comité spécifique. Donc, à ce niveau, tu participes aux rencontres de ces sous-comités, tu participes dans la formulation, dans le suivi des stratégies, que ce soit au niveau national ou au niveau international, parce que tu auras toutes les informations nécessaires par rapport au projet ou au programme financé par le programme dans ton secteur. Donc, tu dois les lire, tu dois demander des feedbacks et tu dois proposer. Et durant la réunion du sous-comité, tu as droit à la parole en tant qu'observateur pour poser des questions aux pays donateurs, pour poser des questions aux pays récipiendaires, tout comme les autres partenaires, pour en savoir plus ou bien pour relever des cas de manquements ou si vous pensez, quand on pense qu'il y a d'autres parties prenantes qui ont été lésées ou des secteurs qui n'ont pas été pris en compte dans les projets ou programmes présentés par les pays pour financement, là, vous avez la possibilité de revenir à ces niveaux. Vous allez aussi participer dans différentes sélections ou dans des questions de reporting pour faire des rapports, des évaluations par rapport à la mise en œuvre des projets au niveau local. Parce que si, par exemple, au Niger, il y a le projet PPCR qui a mis en œuvre certaines activités ou certaines composantes, tu peux être associé pour essayer de voir et de donner ton avis en tant qu'observateur par rapport à comment ça marche, comment ça se passe. Tu dois également, il est attendu, ça c'est des attentes, il est attendu de l'observateur qu'il puisse communiquer avec le groupe qu'il a élu. Si c'est la société civile, si c'est les organisations communautaires, tu dois en tout cas pouvoir communiquer avec ce groupe pour les informer de ce qui se passe au niveau du programme, tout comme pour recevoir aussi leurs doléances et leurs préoccupations que tu peux amener lors des réunions, les réunions du sous-comité auquel tu appartiens. Donc, ça peut être, il y a des forats aussi au niveau régional ou au niveau national auxquels tu peux être amené à participer ou à prendre la parole. Donc, tu dois les aider à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. Donc, voilà un peu de mots quand même, le rôle qu'un observateur doit jouer ou bien ce qui est attendu d'un observateur. En plus de cela, tu dois pouvoir être attentif parce que chaque fois qu'il y a des réunions, beaucoup de documents sont envoyés, donc tu dois essayer de suivre l'agenda
et de pouvoir te positionner à l'avant. Les observateurs aussi sont attendus souvent quand il y a des décisions ou des programmes à approuver en ligne. Tu dois pouvoir lire les projets de décision et faire des observations ou bien faire des commentaires pour demander à ce que certains aspects soient pris en compte. Donc, ce qui est gratifiant d'être un observateur, c'est un mandat, tu es un ambassadeur. Tu ne représentes pas, au-delà de l'organisation qui t'a élu, tu représentes tout un groupe. Par exemple, moi, j'étais observateur pour les PPCR au niveau de l'Afrique. Donc, je représente les 3 pays parce que dans le cadre du PPCR, il y a le Niger, Mozambique et la Zambie qui sont les pays pilotes. Donc, j'étais le seul observateur au titre de la société civile qui doit représenter l'intérêt de ces pays. Donc, j'étais obligé d'avoir des relations avec les structures de la société civile de ces pays pour avoir leur feedback, leur retour d'expérience par rapport à comment les projets sont mis en œuvre, le programme, comment ça se passe, parce qu'il y a vraiment cette implication au niveau global quand même dans la structure de gouvernance, que toutes les parties prenantes soient représentées. Donc, c'est souhaitable qu'il y ait aussi la même représentation au niveau national, au niveau local. Donc, c'est pourquoi souvent il est important d'avoir ces feedbacks et cette prise en compte des communautés ou des autres organisations de la société civile. Maintenant, ce qui est difficile d'être un observateur, la plupart du temps, c'est souvent la relation avec les institutions étatiques chargées de la mise en œuvre au niveau local. Parce qu'à ce niveau, souvent, il peut y avoir des problèmes de communication ou s'il y a une incompréhension par rapport au mandat de l'observateur, souvent, il peut ne pas être impliqué, associé au niveau national dans la mise en œuvre des projets et des programmes en cours financés par les programmes. Là, il appartient à l'observateur de faire vraiment preuve de pragmatisme pour qu'il soit impliqué, accepté par les entités chargées de la mise en œuvre au niveau national pour qu'il puisse tenir compte des savoirs. Parce que dans tous les cas, lui, il a une voix qui porte au niveau international. Donc, ça ne peut qu'être un plus au niveau du pays que sa voix soit entendue aussi, qu'il puisse les aider à orienter. Parce qu'il y aura souvent des missions du comité d'administration du CIF qui viennent dans les pays. Donc, souvent, à chaque fois quand ils viennent ou des consultants, ils peuvent faire appel à l'observateur pour les accompagner, pour suivre ce qu'il y a, ce qui se passe, pour donner son avis. Donc, il peut être appelé à témoigner. Donc, c'est pourquoi souvent, il est important d'affermir la relation avec les différentes parties prenantes qui composent le programme ou les entités mises en œuvre par le programme. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire sur les rôles d'un observateur et qu'est-ce qui est gratifiant. Et c'est un travail qui nécessite un suivi. On doit mettre un comité autour de soi pour travailler. Et chaque observateur doit avoir ce qu'on appelle un député, c'est-à-dire un adjoint, qui peut les seconder en cas d'empêchement même pour participer aux rencontres. Parce que la plupart du temps, il y avait dans les passés au minimum 2 rencontres annuelles, une rencontre à Washington au siège de la Banque mondiale et une autre rencontre dans un autre pays qui se répète sous forme de forum ou d'une autre rencontre. Donc, voilà un peu ce qu'il faut s'attendre. C'est pourquoi il est préconisé qu'il y ait toujours 2 personnes. Quand l'autre personne n'a pas le temps, l'autre pourra les remplacer rapidement. Et cela se fait aussi dans les processus de sélection qu'il faut noter la personne pour dire « Ah, mon adjoint sera, mon suppléant sera cette personne. » Donc, dès le processus de sélection, c'est vous 2 qui serez retenus. Donc, quand la principale personne n'est pas disponible, la suppléante peut valablement remplacer au cours des réunions. Donc voilà, à ce niveau, c'est qu'on peut dire. Je pense que je peux laisser maintenant la parole à Andrea pour la présentation du Fonds d'investissement climatique qui va suivre. Merci beaucoup, Sani. Et avant que je commence, peut-être vous pouvez me mettre sur le chat si vous connaissez déjà les CIF ou c'est tout nouveau pour vous, cette fonds d'investissement. So, peut-être vous pouvez juste taper oui ou non dans le chat, comme ça je peux voir qui connaissent déjà un peu les CIF. Si c'est possible avec le chat. Non, je vois un non. Oui. Plutôt non. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je vois un peu la tendance, donc c'est un peu, je suppose, moitié-moitié.
Donc, Sani vous a déjà expliqué que le CIF existe depuis 2008. Donc, c'est un fonds qui existe déjà assez longtemps. Des plus larges fonds multilatéraux du monde, à côté, bien sûr, du Green Climate Fund, l'Adaptation Fund et le GEF. Et ce que vous voyez maintenant, il y a les différents fonds ou programmes des CIF aujourd'hui. Donc, le CIF, entre 2008 jusqu'à maintenant, avait les deux premières colonnes que vous voyez. Donc, il y a d'un côté les fonds d'investissement pour les technologies propres, que vous voyez au premier plan. Et après, il y a les fonds stratégiques pour le climat. Donc, ça, c'était les deux fonds qui existaient jusqu'à aujourd'hui et qui continuent d'exister. Les fonds pour les technologies propres, c'est les plus grands fonds, en fait, qui regardent et investissent dans toutes sortes de technologies. Après les fonds stratégiques, il y a 3 programmes. Et les observateurs font partie d'une de ces 3 programmes. Donc, soit c'est les programmes de résilience, les programmes sur les énergies renouvelables ou les programmes d'investissement forestier. Donc, ça, ce sont les 3 programmes ici. Nouveau et les sous-comités mondiaux. Donc, c'est tout nouveau et les observateurs qui vont choisir cette structure ont des tâches un peu différentes parce que c'est vraiment quelque chose qui va être construit. Donc, ça n'existe pas encore. Et en plus, il y a beaucoup de sujets très intéressants dans cette sous-comité. Donc, comme vous voyez, il y a 4 programmes dans les sous-comités mondiaux. Donc, les énergies renouvelables, tout ce qui est nature et climat, biodiversité, les industries sobres et les villes climato-intelligentes. Donc, ce sont de nouveaux sujets un peu aussi orientés avec les, j'ai oublié les mots en anglais, les Sustainable Development Goals. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau et les observateurs qui font partie vont avoir la possibilité de faire quelque chose de différent, écrit quelque chose de nouveau. Et peut-être maintenant la prochaine slide, Maya, please. Merci. Et donc, pour chacun de ces programmes au fond que vous avez vu, il y a 4 sièges pour les observateurs des sociétés civiles. Et en plus, chaque observateur doit être dans une région différente. Donc, vous voyez, c'est soit Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie centrale, Asie-Pacifique ou Amérique latine, Caraïbes. Et normalement, il est préférable que l'observateur qui fait partie de cet fonds fait partie de pays des CIF. Pour le moment, il y a 72 pays, mais on pense qu'il y a plus de pays avec les nouveaux CIF. Donc, les chiffres 72 n'est pas fixe. Donc, si vous n'êtes pas basé sur une des 72 pays des CIF, vous pouvez quand même faire une candidature. Et en plus, il y a un rôle spécifique dans le programme de résilience. Il y aura un siège pour l'observateur des organismes de proximité. Le slide prochaine, s'il vous plaît. The next slide. Et avec ça, on est déjà sur les critères de sélection des observateurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour la candidature? Maintenant, vous voyez, il y a 9 critères, mais en fait, je pense que les critères sont plutôt logiques et je suis assez sûre que vous les connaissez déjà parce que ce sont toujours les mêmes critères un peu pour tous les fonds. Donc, le numéro 1 est évidemment que vous êtes une organisation à but non lucratif et que l'organisation existe. La deuxième est que vous êtes, ce que j'ai déjà mentionné, vous êtes à préférence basé sur une des 72 pays membres du CIF. Après, la troisième critère, c'est tout ce qui est votre historique institutionnel. Donc, par exemple, toutes vos activités que vous avez menées localement, nationalement ou aussi au niveau global. Donc, tout ce que vous avez fait, et ça peut être très divers, ça peut être la politique, l'éducation, des projets locaux, donc tout ce que vous avez fait. Le quatrième critère, c'est la capacité de représentation.
Et ça, c'est plutôt qu'il y a les observateurs, évidemment, ils demandaient de répondre à beaucoup de demandes des CIF, comme Sani vous a déjà dit. Et donc, c'est beaucoup plus facile si l'observateur a déjà une connaissance sur tout ce qui est changement climatique, les financements de projets ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment la capacité de comprendre aussi la question et de répondre aux demandes des CIF. Après, pardon, c'était la connaissance technique. Pour la capacité de représentation, là, on parle beaucoup sur le réseau. Et Sani vous a déjà dit, il faut avoir la capacité de consulter vos membres et votre réseau. Et cet critère, c'est très important pour les CIF, pour être sûr que le plus grand nombre de membres de la société civile peuvent participer dans les décisions, s'il y a des visites sur place ou d'autres projets. Et donc, ils regardent premièrement qu'il y a les membres et vous pouvez consulter les membres. Et au deuxième point, avec quel autre réseau vous avez des connexions et qui vous pouvez consulter pour le CIF. Le sixième critère, c'est les conflits d'intérêts. Ça, c'est en cas où, si vous avez peut-être un projet qui est financé par les CIF ou par une autre banque multilatérale en connexion avec les CIF. Donc, c'est plutôt quelque chose de très pratique. S'il y a un financement, dans ce cas, il faudrait les déclarer. Après, c'est la préférence linguistique, donc le critère 7. Donc, pour les CIF, le langage des réunions est normalement en anglais. Quelquefois, il y a la possibilité de parler en français ou espagnol, mais normalement, c'est en anglais. Et pour cette raison, c'est aussi important que les observateurs peuvent s'exprimer en anglais. Et les huitièmes critères que vous voyez, la capacité de communication, ce n'est pas la langue en fait, c'est plutôt des choses encore pratiques qu'il y aura une possibilité pour vous de joindre les réunions, par exemple par téléphone, par Internet ou d'autres moyens de communication. Les CIF, quelquefois, va aussi aider s'il y a vraiment un problème sur, par exemple, la connexion Internet ou d'autres choses. Et le neuvième critère, c'est qu'il faudrait nominer 2 personnes par organisme. Donc, vous avez un représentant principal, qui est la personne qui va normalement être votre observateur principal. Et après, une deuxième personne qui peut remplacer votre observateur principal en cas où s'ils ne peuvent pas participer ou d'autres choses. Et donc, ces 9 critères, ce sont les critères de base pour être acceptés pour les candidatures en tant qu'observateur. Peut-être j'ai fait une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions sur les critères déjà? Il n'y a pas de questions? Je ne vois pas beaucoup plus. Je vois aussi quelqu'un a partagé les liens sur le site web de Resolve. Et sur le site, vous pouvez bien sûr consulter les détails de tous les critères que j'ai juste mentionnés maintenant rapidement. Okay. Dans ce cas, on va aller au slide suivante. Et là, vous pouvez voir encore des critères. Et ça, ce sont des critères étape 2, je dirais. Donc, ce sont des critères qui vont être regardés une fois nous avons fait la sélection d'observateurs qui sont proposés et pour voir qu'il y a vraiment un équilibre de représentation dans le CIF. Donc, le premier point est évidemment la couverture géographique. Nous avons déjà mentionné les 4 régions, donc ça va être ici la même chose, ça va être assuré que les 4 régions sont représentées équilibrement. Le deuxième, c'est que hommes et femmes s'équilibrent aussi, donc nous avons
nous regardons beaucoup aussi ce qui représente les organisations. Le troisième critère, c'est sur la diversité institutionnelle. Dans ce cas, on regarde beaucoup les différents types d'organisations. Donc, ça peut être, par exemple, que vous êtes une organisation internationale ou peut-être nationale, plus petite, plus grande, peut-être la jeunesse, une organisation de jeunesse. Donc, ici, c'est vraiment la diversité des organisations soi-même. Et le numéro 4, c'est l'inclusion de groupes qui sont souvent moins représentés. Donc, ça peut être encore des femmes, parce que c'est souvent un groupe qui est moins représentant, mais ça peut être aussi la jeunesse ou d'autres groupes. Et le cinquième critère est en fait les mêmes critères que nous avons déjà mentionnés avant. C'est vraiment la possibilité d'avoir un réseau et de communiquer avec votre réseau. Et avant que nous allons voir comment exactement la sélection fonctionne pour la société civile, une chose pour le vote des sociétés civiles, si vous êtes par exemple candidat, les organisations qui peuvent voter pour vous ne peuvent pas être des votes propres. Donc il faut vraiment les votes d'autres pays pour être sélectionnés en tant qu'observateur. Donc, pour commencer avec le processus de sélection, il y a 2 étapes principales. Premièrement, il faut déjà s'enregistrer pour avoir la possibilité de voter. Donc, vous voyez sur les slides le site web de Resolve et vous allez là-bas, il y a une formulaire et comme ça, vous pouvez vous enregistrer pour voter. Pour les candidatures, c'est un peu le même principe que vous allez aller sur le site web de Resolve. Il y a plusieurs questions que vous devez remplir et envoyer à Resolve. Les délais est jusqu'au 30 octobre, donc encore 2 semaines pour envoyer votre candidature ou votre demande d'être un votante. Et avec ça, on peut aller à une question. Combien d'organisations doivent voter dans un pays? Je ne suis pas sûre, j'ai compris les questions, c'est combien d'organisations peuvent voter par pays ou pour vous? Par pays, oui. La question, en fait, André, c'est pour savoir si dans le pays, est-ce qu'il y a un nombre limité d'organisations qui peuvent voter? Non, non. Seulement, la limite est seulement que, par exemple, vous êtes du Soudan, donc les organisations de Soudan ne peuvent pas voter pour vous, mais toutes les autres pays peuvent voter pour vous. Donc, mais il n'y a pas de limite passée comme combien d'organisations par pays peuvent être candidates. Okay. Et donc, avec donc la prochaine slide, s'il vous plaît. Ici, vous voyez les prochaines étapes entre octobre et décembre. Donc, comme j'ai déjà dit, premièrement, soit vous faites la candidature pour être un candidat, soit vous faites la candidature pour être votante. Suivante, Resolve va faire une première sélection selon les critères que vous avez vus. Et toute la sélection va être supervisée par les membres du comité de sélection. Et sur la base des deux sélections, il y aura une liste d'astreints avec des candidats qui vont être officiellement communiqués autant que candidats possibles. Et suivante, vous avez la possibilité de voter pour les candidats sur le site web de Resolve et sur le même principe que j'ai expliqué auparavant. Et troisième fois, une fois la sélection s'est passée, Resolve va encore, j'attends la prochaine slide. Donc, une fois les sélections, donc une fois les votes à clôturer, Resolve va regarder les votes, évidemment, et va les combiner avec les critères de sélection que vous avez vus avant pour assurer l'équilibre, par exemple, entre hommes et femmes, les régions et tout ça. Et les deux ensemble
va être mis dans une liste proposée encore au comité de sélection de la société civile qui vont confirmer ou donner leur avis sur les candidats proposés. Une fois les candidats sont confirmés par ce comité, vous êtes informés et tout sera publié sur le site de Resolve et de CIF. Il y a encore une slide, je pense. Et peut-être maintenant, le plus facile est d'ouvrir pour vous, si vous avez des questions sur les critères, comment ça fonctionne plus concrètement avec les sélections, avec les candidatures, s'il vous plaît, demandez-nous. Il y a Sani qui se connaissent très bien. Je peux aussi répondre plusieurs questions et il y a bien sûr aussi le team de Resolve qui peut répondre à vos questions. Vous pouvez aussi évidemment mettre votre question sur le chat. Donc tout ce qui est plus facile pour vous, soit par chat, soit par interaction directe. Sorry, Andrea, thank you very much for your presentation. I do see one person with their hand up, their hand raised with a question. And so I think I can kind of turn on that person's microphone and allow them to speak their question. I also there was one question that came through the Q&A pod and I typed an answer into that. And so that should be visible for everyone to see. Okay, so I'll turn to the person who has their hand up to ask their question. OK. Le micro est ouvert. Qui a levé sa main pour poser la question. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Allez-y, bonjour. Bonjour, moi c'est Zoul. Je suis photographe professionnel et j'ai beaucoup aimé les deux présentations. Et ma question serait, voilà, par rapport à vos présentations, vous avez fait une très belle présentation et nous avons fait des prises de notes. Ce serait possible d'avoir les présentations en version électronique pour avoir plus de détails et d'idées à la fin de la session? Je pense, oui. Maya, the question was if we can share the presentation and all the internet website links. Yes, of course. Please do. We hope you'll share that. And we are also recording this webinar and we'll share the recording on our website soon. Donc, on peut vous envoyer la présentation et évidemment tous les liens pour les sites web. Et Resolve va aussi publier cet webinaire. Ah, c'est bon, merci. Merci. D'autres questions? J'ai vu une question sur le chat, mais je pense qu'on a juste répondu à la question. Oui, vous aurez une version enregistrée de webinaire. Oui. Okay. Il y a peut-être aussi des questions à Sani, peut-être pour le rôle en pratique, oui, pour le rôle d'observateur. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait peut-être savoir plus quel est le rôle et concrètement d'être observateur. Je vois des mains qui sont levées. Et il faut peut-être leur donner la parole. Il y a 4 personnes qui souhaitent prendre la parole. Maya, can you let them speak? 4 people that want to speak. Yes, I've just unmuted Jibril. OK, Jibril. Peut-être. Allô, Jibril?
Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Allô, oui, bonsoir à tout le monde et merci pour les présentations. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, voilà, mon pays ne se trouve pas sur la liste et vous venez de dire que même si le pays n'est pas sur la liste, la personne peut se présenter. Mais bon, il y a des pays qui ont été augmentés, mais ce n'est pas tous les pays qui sont dedans. Donc, est-ce qu'il y a une liste, il y a une dernière liste des pays, voilà, je ne sais pas comment dire ça. Tous les pays, quoi, la liste de tous les pays actuellement. Une liste actualisée, voilà, de tous les pays, au-delà des 72. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Pour le moment, nous connaissons... Oui, pardon. Je suis du Sénégal, je voulais dire. Donc, pour le moment, nous connaissons les 72 pays, mais nous ne connaissons pas encore les nouveaux pays. Donc, s'il vous plaît, envoyez une candidature à Resolve qui va les regarder. Mais pour le moment, il n'y a pas de limite en soi comme avant avec les 72 pays. La raison pour laquelle nous ne savons pas encore les nouveaux pays, c'est parce que tout est un peu nouveau. Donc, il y a comme un nouvel CIF, si vous voulez, dès 2021. Et donc, il y a aussi des nouvelles pays que nous ne connaissons pas encore. Et je vois une autre question. Est-ce que la maîtrise de l'anglais est vraiment nécessaire? Je dirais l'anglais est assez important pour s'exprimer auprès du CIF parce que c'est la langue qui est normalement parlée dans toutes les réunions, etc. Donc, tout est en anglais. Donc, ce n'est pas élémentaire, mais c'est hautement conseillé parce que sinon, ça va être très difficile. Mais peut-être Sani peut ajouter un peu sur la langue anglais-français auprès des CIF. Oui, je pense que l'anglais maintenu est vraiment l'anglais pratique, l'anglais de travail. Au-delà, c'est vrai, les sessions du sous-comité au niveau du CIF, il y aura une traduction simultanée dans plusieurs langues. Mais il y a des moments où les observateurs doivent se retrouver entre eux pour travailler. Et là, c'est des moments d'échange en anglais. Donc, c'est pourquoi il est important quand même que l'observateur, et puis même l'interview, en tout cas, la plupart des interviews individuelles se feront en anglais. Donc, il est important que la personne puisse maîtriser un peu l'anglais de travail, comme on l'a dit. Donc, pas l'anglais supérieur à un niveau supérieur, mais un anglais qui lui permet quand même de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il fait et pouvoir répondre aux questions. Il y a d'autres questions. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un qui a... Il y a deux mains. Il y a deux mains qui sont levées. And here you have two hands. OK. OK, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est Maoussi Rontondi. Je suis le directeur de JVE pour le Bénin. Merci pour les présentations. Moi, j'ai 2-3 questions. En suivant les présentations, il y a un détail qui m'a échappé. Et je crois que quelqu'un l'a posé comme question aussi, mais je n'ai pas eu tellement la réponse. Est-ce qu'il s'agit d'institutions observateurs en termes de personnes morales ou personnes physiques, c'est-à-dire c'est une personne qui est observatrice? Donc ça, j'aimerais bien que vous puissiez revenir là-dessus. La deuxième chose, est-ce que l'organisation qui porte la candidature doit être une organisation forcément impliquée dans un processus déjà connu, ou bien le fait de travailler sur d'autres processus? C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que la connaissance du secteur n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillée. Mais j'ai cru comprendre quelque part que l'organisation doit être membre de quelque chose. Je n'ai pas très bien suivi cette partie-là. Donc, je ne sais pas si vous pourrez nous donner une explication. Alors, au niveau de la langue, l'anglais, alors je sais que c'est un secteur où la langue, même si ce n'est pas éliminatoire, comme vous l'avez dit, peut devenir très rapidement une barrière de travail. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui se porte candidat, il est prévu, je ne sais pas, un renforcement de capacité de langue pour lui, des choses comme ça?
Et éventuellement, la dernière préoccupation là-dessus, j'aurais aimé que Sani, je ne sais pas, partage avec nous, au-delà de ce qu'il a partagé, quelles sont effectivement peut-être les implications en termes de travail, les inconvénients peut-être d'être observateur. Est-ce qu'il y a des implications au niveau sécuritaire? Est-ce qu'il y a des sacrifices auxquels il faut se préparer à mener, etc. Donc, s'il peut partager effectivement ces éléments-là avec nous, ce serait intéressant. Merci beaucoup et du courage à tous. Merci beaucoup. Just for you, Maya, quickly, so one question was if it's organization or a physical person, how much organization needs to be involved in the process already. If you're not speaking English, if there's capacity building, and fourthly, the expectation work according to Sunny's feedback. Donc, Mabouze maintenant en français. Pour votre première question, ce sont les organisations morales qui peuvent faire des candidatures. Donc, ce ne sont pas les personnes physiques, mais vraiment les organisations soi-même. Pour votre deuxième question, est-ce que c'est important d'être déjà impliqué dans le processus? Pas forcément. Le plus important est vraiment que vous montrez que vous avez fait beaucoup d'activités sur le changement climatique, sur les projets, sur le travail des politiques, tout ce que vous avez fait. Mais après, ça vous aide évidemment si vous connaissez d'autres processus ou le processus de la Banque mondiale, soit les Nations Unies ou d'autres fonds, même peut-être aussi les fonds nationaux. Donc, tout ce que vous connaissez, évidemment, va vous aider, mais ce n'est pas une obligation d'avoir toute cette expérience à cette stade. Pour l'anglais, s'il y a une possibilité d'apprendre avec les CIF, si j'ai bien compris. À ma connaissance, il n'y avait pas de cursus d'anglais spécifique. Mais peut-être Sani peut répondre à cette question, mais je pense qu'il n'y avait pas l'éducation, quelque chose de spécifique. Sani, tu sais s'il y avait des cursus en anglais de la part de CIF? Non, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que l'anglais pratique est indispensable. Indispensable pour mieux communiquer avec ses collègues observateurs, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'espaces qui sont réservés en termes de communication et de partage d'expérience avec les observateurs. Et à ce niveau, c'est des discussions à huis clos, donc ils n'ont pas forcément de traducteur, donc il est quand même indispensable pour l'observateur de pouvoir s'exprimer en anglais moyen, comme on le dit. Voilà. Donc, vraiment un anglais acceptable qui lui permet, premièrement, de comprendre ce qu'on dit et deuxièmement, de se faire comprendre, donc de pouvoir s'exprimer. Donc, voilà un peu. Sinon, ce n'est pas de l'anglais soutenu, tout ça qui est exigé, parce que moi, avec mon anglais de francophone, je peux faire mes 2 mandats. Je pense que ça devrait pouvoir aller. Je connais, par exemple, le niveau d'anglais de Maoussé ou d'autres jeunes. Je pense que c'est des niveaux qui sont acceptables dans le cadre du processus de sélection. Maintenant, je crois qu'il a aussi posé une question par rapport au volume horaire que cela peut prendre pour un observateur. Je pense que les moments les plus intenses, c'est au moment des rencontres du sous-comité. Donc et là, je vous ai dit, c'est 2 périodes dans l'année. Donc en début d'année, vers avril-mars, et puis en fin d'année, entre novembre et décembre, il y a souvent des rencontres. Et à l'approche de ces rencontres, il y a un agenda qui est préétabli, on envoie les documents. Donc il est important de lire les documents pour pouvoir dégager des positions et puis de se concerter avec ses autres camarades de la société civile avant la rencontre pour dire ce sur quoi vous allez discuter ou bien les points que vous allez relever lors de la rencontre du sous-comité. Ça, c'est important. Donc, à mon avis, on ne peut pas trop estimer parce que la plupart des rencontres, c'est 3 jours au maximum, ou bien c'est 1 journée ou 2 jours, ou 1 journée et demie. Donc, ce n'est pas des rencontres qui prennent énormément de temps. Mais
il est important aussi d'être actif par mail parce que certaines décisions sont souvent renvoyées par mail. Et à ce niveau, on envoie de la documentation, les projets de décision et même les documents stratégiques des pays. Donc, on vous demande d'avoir du temps pour les lire. Et la plupart du temps, on donne un délai. Quand on envoie un mail, on vous dit vous avez 1 mois ou 2 semaines ou 3 semaines. On donne toujours un délai pour recevoir du feedback ou du retour des observateurs et de la plupart des membres, en tout cas des différentes parties prenantes qui sont dans le processus. Donc, à ce niveau, on peut bel et bien consacrer peut-être 1 heure ou 2 heures de temps pour lire et comprendre un document, partager avec ces autres composantes de la société civile qui l'ont lu pour avoir les retours et puis maintenant rédiger pour dire voilà de notre point de vue par rapport à telle question, c'est que nous pensions. L'autre partie qui peut prendre du temps aussi, c'est une fois des retours des rencontres, de pouvoir faire un petit article ou bien une note synthétique pour dire voilà la dernière réunion du CIF pour tel sous-comité, voilà les points qui ont été discutés, voilà ce qui a été relevé, voilà un peu la position ou bien les préoccupations de la société civile qui ont été portées lors de cette réunion. Et là, c'est des choses qui ne peuvent pas prendre plus de 2 heures ou 3 heures de temps quand on est bien organisé. Donc, vraiment, ce n'est pas un poste ou une responsabilité qui doit nous occuper, qui va nous prendre beaucoup de temps quand on est bien organisé. Je vois encore 3 questions. Donc, il y a une de Zacharia. Est-ce qu'il y a un guide pour postuler? Donc, oui, sur le site web de Resolve, donc vous voyez les liens ici sur le slide. Donc, si vous suivez les liens, il y a toute l'explication détaillée comment postuler pour une candidature. Je vois aussi une autre question. Si il est possible de connaître le nombre de candidats par pays au poste d'observateur avant les résultats. Je vais donner ces questions. Je vais demander Maya. Donc, Maya, there is a question. If you will know the number of candidates you will have as from one country as observer before the final result. Yeah, so I think that's thank you for the question. We will, if someone is selected to move on to the voting stage, we will let them know before voting starts so they can reach out to their networks to let them know. And I think we could include in that message something, information about the number of candidates on the ballot for that seat. I will say that also right now, looking at the applications that are coming in, we have a lot of people who have applied for the PPCR seat. So I encourage folks to make sure to look at the other seats as well to see if there's, qualifications and interest in those seats too. Donc, Maya répondit donc, premièrement, oui. Donc, elle peut communiquer les nombres avant le résultat. Et deuxièmement, elle vous encourage aussi de faire des candidatures pour les autres fonds, et, parce qu'elle a reçu beaucoup de candidatures pour les fonds sur les résiliences, on dit en anglais PPCR. Donc, c'est ce programme sur les fonds stratégiques. Et donc, si vous voyez que vous avez d'autres compétences sur d'autres fonds, s'il vous plaît aussi considérez de faire vos candidatures pour les autres fonds et peut-être même pour les nouveaux sous-comités qui est vraiment quelque chose de tout nouveau et vous avez la chance de créer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I see Felicite has their hand up, so I can allow them to go ahead and ask their question. Okay, thank you. Bonjour, bon après-midi à tous. Alors, j'aurais voulu revenir sur le point des inscriptions. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Je suis Félicité Djouko, directrice exécutive de l'Association des acteurs de développement basée au Cameroun. Je voudrais savoir la différence entre les organisations votantes et les observateurs. Est-ce que
pour postuler, pour être observateur, il faut d'abord s'inscrire ou s'enregistrer en tant qu'organisation votante, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que lorsqu'on souhaite être une organisation observatrice, il faudrait faire une sorte de campagne pour amener les autres organisations à travers l'Afrique, puisque c'est le cas qui me concerne, à s'enregistrer en tant que votant pour espérer être voté. Donc, je serais vraiment heureuse si vous expliquez davantage ce processus-là. Probablement quelque chose m'a échappé en ce niveau-là et je n'ai pas vraiment bien compris cette partie-là. Merci. So just for you, Maya, there was a question on the difference observer and voting. What is the difference, and also to which extent to engage broadly the network in the region. Donc, félicité, merci beaucoup pour la question. Donc, en fait, observateur, c'est les titres que la personne a une fois vous êtes voté ou confirmé en tant qu'observateur auprès de CIF. Donc, par exemple, Sani, il est observateur. Maintenant, pour vous, il y a deux possibilités pour les nouvelles termes 2021-2023. C'est vous pouvez vous registrer en tant que votante et dans ce cas, vous votez pour les candidats et ou vous pouvez vous enregistrer en tant que candidat pour devenir observateur. Donc, les deux sont possibles sur le site web de Resolve. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Féliciter? Oui, c'est beaucoup plus clair. C'est exactement ce que j'avais cru comprendre et je voulais me rassurer que c'est exactement ça. Merci. Et pour la question... Mais je pense que pour ajouter, peut-être pour féliciter, par contre, il a été dit que si dans ton pays n'est plus sur la liste, tu ne peux pas voter. C'est aussi ça. C'est-à-dire que tu peux être candidat, mais sans pour autant avoir la possibilité de voter. Donc, le droit de vote, je pense, appartient plus aux pays qui ont été listés. Mais le droit d'être candidat, d'être éligible appartient à tout le monde puisque le programme va s'ouvrir. Donc, on est sûr peut-être qu'il y aura d'autres pays qui vont déjà, des nouveaux pays qui vont adhérer. Merci, Sani. Et Sani, je ne sais pas, peut-être vous êtes les mieux placés pour répondre s'il faut faire une campagne pour tous les réseaux africains, si par exemple, Félicité voudrait être un candidat. Oui, mais je pense qu'une fois, je pense qu'il y a le processus, dans le processus, quand la candidature est validée, il y aura un délai pour permettre aux gens de voter. Donc, c'est d'abord, ce qui est important, c'est pourquoi si on a l'intention d'être candidat, de faire en sorte que d'autres organisations, un peu partout, puissent s'inscrire, même s'ils n'ont pas l'intention d'être des candidats. Donc, au moins, ils ont le droit de vote. Parce que même si vous faites de la campagne, si la personne veut voter et que la personne ne s'est pas préenregistrée, donc la personne ne peut pas avoir le droit de voter, l'organisation. Donc, il est important déjà, quand on, dans cette perspective, de mobiliser des structures pour déjà s'enregistrer, même s'ils n'ont pas l'intention de devenir observateurs, mais leur voix peut vous être utile. Donc, à ce niveau, je pense que quand le processus de vote va démarrer, il peut y avoir peut-être la liste des structures qui ont déjà le droit de vote. Donc là, à ce moment, vous pouvez faire campagne sur les réseaux sociaux ou bien par mail ou comme vous voulez dans vos réseaux pour dire que vous êtes candidat, vous voulez, voilà, vous faites votre campagne en exprimant vos motivations. Et c'est fort probable que ceux qui vous connaissent et qui croient en vous puissent voter pour vous. Donc, c'est pourquoi déjà, il faut vous assurer qu'ils ont déjà leur bulletin avant ce vote. Donc, s'ils n'ont pas le bulletin de vote, ils ne peuvent pas voter pour vous. Donc, c'est un peu ça la particularité. Donc, il faut déjà s'enregistrer pour pouvoir voter. Il faut aussi s'enregistrer pour pouvoir pour déposer sa candidature. Donc, les deux vont de pair. Donc, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas quand les candidatures seront validées que tout le monde peut voter. Non, c'est vraiment pour voter ne peut pas voter.
Et je vois sur le chat que nous, à Félicité, vous avez une question. Je vois qu'il y avait quelque chose. Il y a une autre doigt aussi. Il y a une main levée. Il y a encore des questions. Oui, Maya, there is someone that wants to speak. Brahima Traoré. Okay. Okay. Oui. Go ahead. Connexion, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? Moi, c'est Brahima Traoré, je vous suis depuis le Mali. Moi, j'ai des petites questions. La toute première, c'est de savoir quels sont les avantages liés à ces postes d'observateur. Quand vous devenez observateur, quels sont les avantages qui sont liés à ça, pour vous-même et pour votre pays? Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a lieu de parrainage? Par exemple, quelqu'un qui s'apprête pour être candidat, est-ce qu'il a besoin du parrainage de son pays? Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, pour la première question, je pense que c'est plutôt Sani. Pour la deuxième, je peux vous demander rapidement. Donc, non, vous n'avez pas besoin du parrainage de votre... vous avez seulement besoin du parrainage d'une organisation, mais pas d'un pays. Oui, donc, en termes, on peut dire l'avantage, c'est que c'est une tribune quand même de visibilité et d'apprentissage et aussi de renforcement des capacités personnelles pour la personne elle-même, mais également pour sa structure, parce que vous aurez, ça renforce la visibilité de votre organisation qui va siéger dans le sous-comité comme beaucoup d'organisations, et qui va représenter un grand groupe parce qu'au-delà de votre pays, vous représentez tout un continent autour d'un programme donné. Donc, vous aurez quand même cette lourde responsabilité et également, c'est un avantage. Et ça vous permet quand même d'être au centre de ces discussions au sein de votre région et même de développer de l'expertise davantage. Et c'est également, je pense que c'est aussi un lieu de reconnaissance du travail que votre organisation est en train de faire sur ces questions, parce que vous allez toujours, parce que si vous serez élu, c'est en connaissance quand même de votre expertise ou des résultats de votre organisation. Donc, pour moi, c'est surtout cela. Et je pense qu'en dehors de cela, il y aura peut-être en parallèle souvent des petits comités dans le cadre du suivi-évaluation, dans le cadre de l'apprentissage, des liens et apprentissage ou de la question de l'évaluation et tout, auxquels vous pourrez participer. Et donc, ça, c'est des opportunités pour vous, non seulement de partager, de mutualiser votre expérience, mais c'est également des opportunités d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à des outils. Parce que je pense que nous, dans les cadres nous avons pris part à des comités tels que le processus de changement transformationnel, qui était un processus qui a été mis en œuvre presque 2 ans. Et donc, on suit en parallèle des formations, on apporte, on co-construit avec d'autres cabinets et tout. Je pense que ça nous a outillés sur certains aspects et c'est aussi ça l'avantage. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi pour les pays du Sud, quand même, les pays en voie de développement, les observateurs n'ont pas à se prendre en charge lors des réunions et autres rencontres du programme. Donc, ils sont pris en charge totalement par le programme pour assister aux réunions au sein de la Banque mondiale ou dans un autre pays. Et ça, c'est aussi une opportunité qui les est offerte pour participer à d'autres meetings où il y a
peuvent également être invités à prendre la parole lors de certaines sessions parallèles pour partager leur expérience ou bien pour donner des informations par rapport à ce qu'ils font sur le terrain ou bien par rapport à leur perception du programme. Donc, je pense que c'est en quelques mots les quelques avantages que je peux dire, mais sûrement qu'il y en a d'autres qui sont vécus individuellement. Et tout dépend aussi du dynamisme aussi de l'observateur et puis des sujets qui les passionnent aussi, parce que tu verras, c'est tout le programme, vous avez vu les 4 composants du programme, donc il y aura des interactions avec différents acteurs, donc c'est à la personne de savoir là où il veut se développer et quel type d'opportunité il peut saisir avec son titre d'observateur. Et ce qu'il y a, c'est que vous aurez aussi quand même cette reconnaissance internationale dans les cadres des processus sur la finance climatique et tout. Mais également au niveau du pays, vous pouvez avoir cette... en tout cas, ça vous donne du poids supplémentaire pour faire du plaidoyer au niveau du pays dans le cadre des actions qui sont mises en œuvre si votre pays est pilote dans le cadre du processus. Donc, parce qu'ils savent très bien au niveau du pays que vous êtes observateur au niveau international. Donc, tout ce qu'ils vont faire au pays, ils peuvent vous concerter, ils peuvent vous associer. Mais dans le cas du conflit d'intérêts, comme on l'a dit, votre organisation ne peut pas bénéficier des financements qui sont donnés dans le cadre du programme. Mais vous pouvez être associé dans les autres actions en termes de propositions, en termes de suivi, évaluation, en forme de reporting. Par exemple, moi, au Niger, j'assiste chaque année à la revue, à la retraite qui permet d'élaborer des rapports nationaux sur des suivis sur les indicateurs de mise en œuvre du PPCR au Niger. Donc ça, c'est entre autres. Et vous avez toutes les actions qui sont menées par les différentes composantes du projet au niveau du pays. Comme on l'a dit, on peut vous faire, on peut vous solliciter. Merci. OK, donc on a déjà passé le temps de webinaire, mais s'il y a encore une question à répondre, laissez-nous savoir s'il y a encore une question. Il y a 2 mains qui sont levées, s'ils peuvent aller rapidement. I see there are 2 more hands up, and Andrea and Sunny, I know that we've gone a little bit over the time that we scheduled, so I just want to make sure that just to check with you two to make sure you don't have kind of other things that you need to go to before we adjourn. Donc, on prend les 2 questions en plus. Oui. Mm-hmm. Okay. Emmanuel? Là, on vous écoute, Monsieur Emmanuel. Merci. Je vous remercie d'abord d'avoir pensé aux francophones, car souvent, les francophones n'ont pas l'opportunité d'avoir de tels genres de webinaires pour avoir plus d'éclaircissement sur ce processus. Et je vous en remercie d'abord. 2, je voudrais vous demander, vous, Ayouba, est-ce qu'un pays peut avoir plus d'un observateur? Ça, c'est 1. 2, d'après votre expérience, quel est l'impact au niveau de la participation de la société civile au niveau de l'accès aux fonds par les organisations de la société civile de l'Afrique? C'est 2 questions que je voulais avoir plus d'éclaircissement. Merci. Je passe toutes les 2 questions en fait à Maya. So Maya, the first question was if there can be more than 1 observer per country. Yes, as I think, Andrea, as I think you said, there's a goal of having geographical diversity in a region. So, across the selected observers, we do want to make sure that different parts of the region are represented, but there's no rule or guidance against having 2 observers from 1 country.
Donc, pour votre première question, il n'y a pas de limite passée pour combien d'observateurs par pays peut être observateur. Mais évidemment, il y a ce critère d'équilibre. Donc, Resolve et les comités de sélection vont regarder si c'est possible qu'il y a plusieurs pays différents, mais, il y a aucune, mais c'est quand même possible que peut-être 2 observateurs sont du même pays. Et pour la deuxième question, Maya or John, the question was if you know the impact of civil society participation in the CIF and if there was also a connection to funding, particular in the African region. I don't know the answer to that question. I know the CIF has recently done some studies to look at kind of the observer program and its kind of how it's doing. But I don't know if John has the answer to that question, or if he's, if not, maybe that's something we can share kind of the, when we share follow-up materials after this webinar, we can also share a link to that report. John, do you have perhaps some information on the impact of civil society participation? Bon, je pense pour votre deuxième question, on ne peut pas vous répondre tout de suite. Mais Resolve va regarder s'ils peuvent vous envoyer un email avec les informations sur les impacts. Mais nous savons qu'il y a une étude récente de CIF qui a regardé exactement votre question. Donc, j'espère avec cette étude, on pourrait vous répondre. Et je pense qu'il y a une autre question, mais je ne vois pas exactement qui. Oui. Je vois aussi une autre question. Est-ce qu'une OSC du Burkina Faso peut voter pour un candidat du Mali? Donc oui. Je pense sur le chat, nous avons vu toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, je pense qu'il y a 2 mains qui sont là. Il y a Sekbeji Favi et Zachary Jibo. On peut les prendre 1 minute, 1 minute. Maya, Sorry, did you want me to take the next question? Yes. Okay. We have 2 other hands. Okay. Alors, on vous est. OK. Sekbeji. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Alors, bonsoir à tous et infiniment merci d'avoir partagé l'opportunité. Je suis Géraldo Favi Sekbeji, je vous suis depuis le Niger et j'ai 2 questions, mais je pense que la première question a été prise en compte par le précédent. Et ma deuxième question, c'est de savoir si l'on n'est pas natif d'un pays, si l'on n'est pas, par exemple, du Niger, on peut être observateur pour le compte du Niger. C'est juste un exemple. Si l'on est, par exemple, d'une autre nationalité, si l'on est d'une autre nationalité, mais que l'organisation qu'on parraine ou qu'on dirige est dans un autre pays, est-ce qu'on peut être observateur de ce pays où l'organisation effectue des activités et des actions? Pour les secteurs privés, je pense pour la société civile aussi, mais je vais juste voir avec Maya. Maya, if the organization is based in one specific country and the president has another nationality, he can apply and represent as observer the organization to the CIF. Yes, I think it's
it's a little bit, that's a complicated question. But I think that we can, if, you know, for sure, if the organization is based in, I guess in either case, sorry, just as if someone is applying as a vote, to be an observer, and the organization is based in one country and the kind of primary representative is based in another country, that's okay. Donc, normalement, c'est possible. Ok, merci de la réponse. Est-ce qu'il y a encore une question? I see two more hands up, but I think those might have been from before, Emmanuel and Maus. Allez-y, Emmanuel. Je pense que vous avez vu ma question que je viens de poser. Je me demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de pays qui sont membres de CIF, car je suis burundais, je suis du Burundi, et je me demande pourquoi nos pays ne sont pas membres. Ça, c'est la question que je voudrais savoir, car c'est un obstacle pour les organisations de la société civile de participer à ce processus. Et pour moi, je suis intéressé de savoir pourquoi. Si vous... Je m'excuse, la ligne a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Je demande, j'ai écrit ça, je suis du Burundi et je me demande pourquoi nos pays ne sont pas membres du CIF et cela pose un obstacle pour nous, les membres des organisations de la société civile, de participer à ce processus de sélection des observateurs. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Maya, there's another question for you. So Burundi is not part of the members of the CIF, and if you know why and how they can participate. That's I don't know the answer to that question, but I think we can. There might be some information that we can share to follow up to help share information about why a country, you know, what is kind of the path for a country to become a partner. Donc, on n'a pas la réponse pour vous maintenant, mais Maya va faire un suivi, va vous envoyer un email. Je dois m'excuser, je ne peux plus rester plus longtemps, excusez-moi. Merci. Mais je pense que peut-être Sani et Maya peuvent rester peut-être un peu plus pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup et bonne soirée ou bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Merci bien. So Emmanuel, I think we can, I'll follow up on your question and share that response. D'accord. Emmanuel, nous allons revoir la question et puis essayer de suivre cela parce que présentement, il n'y a pas de réponse appropriée. Et moi, de mon expérience, je pense que c'est la volonté des pays aussi. Le programme est ouvert, c'est aux pays de manifester leur intention d'adhérer à tel ou tel programme. Dans le cadre du CIF, après de suivre le processus. Oui. Okay. Maya, can we wrap up or continue because we still have two more hands? Yes, I think I see Zakari's hand and Mause. So maybe yes. And then we'll wrap up after those two questions. Okay. Allez-y. Zakari?
Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, j'étais vraiment pris à court en cours. J'étais un peu pris. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir comme question, ça dépend par pays, combien d'observateurs peut-il y avoir par pays, quoi. Un seul observateur lors de la sélection, ou bien c'est représenter un pays. C'est ça ma question. Je reprends parce que moi, personnellement, je n'ai pas entendu la question. Donc, il est important de... Ma question est de savoir chaque pays qui présente, est-ce qu'au niveau de chaque pays, c'est un seul observateur qui sera sélectionné ou bien il y a la possibilité de sélectionner plusieurs observateurs? Et si c'est plusieurs observateurs, bon, c'est une question à deux volets, quoi. Et j'aimerais aussi savoir le nombre de voix qu'un observateur peut, qui nécessite la sélection d'un observateur, quoi. D'accord. Merci bien. Maya, the question is, okay. The question is to know if there is a limited number for observable country, or how many voices an observer must have to be voted or to be accepted as voter, as observer. So that's the two questions. Yeah. So so I guess in regards to the country, there's no limit on the number of observer organizations that are coming from one country, but there is a goal of having kind of diverse representation from across a region. And the second question about the number of votes someone needs to have to be selected, I would say there's no number that we're looking for. We need to, as stated in the criteria, an observer needs to have at least one vote from another country, from outside of their home country. And otherwise, just we look for the organization for each seat that gets the most votes. Though we do kind of, after the voting is finished, we do kind of look to make sure that there is balance. And so, you know, that's part of the final decision-making process, involves kind of looking for balance across the observers as well as the number of votes. Donc, pour la question des observateurs, il n'y a pas de nombre limité d'observateurs par pays. Cependant, on essaie toujours de privilégier à ce qu'il y ait une diversité. Donc, cette diversité va les amener quand même dans le processus de choix à faire en sorte que les différentes parties de l'Afrique ou des différentes tendances soient représentées. Donc, il n'est pas exclu qu'il peut y avoir plus d'un observateur par pays, parce que moi, je l'ai vu, mais il ne peut pas y avoir dans un seul programme, parce que chaque programme a au moins un observateur de la société civile par continent. Donc, par exemple, moi, j'ai vu dans le cadre de notre cohorte, 2 ou 3 observateurs du Kenya, mais qui sont sur différents programmes. Donc, ils ne sont pas dans le même programme, parce qu'on vous a dit qu'il y a 4 programmes pour le moment. Donc, la question du nombre de votants aussi, elle dit qu'on ne cherche pas un nombre précis de votants pour être élu observateur, mais il faut au minimum avoir une voix hors de ton pays. C'est-à-dire que quand tu es candidat du Niger, les votes des Nigériens ne sont pas comptabilisés, c'est les votes de l'extérieur. Et à ce niveau, quand on a plusieurs personnes qui ont des voix, on essaie de voir celui qui a le plus de voix parmi ceux qui ont eu des voix. C'est comme ça que se fera la sélection, et tout en tenant compte aussi de plusieurs paramètres tels que les paramètres de la représentativité régionale, les paramètres de la représentativité basée sur le genre, etc. Merci beaucoup. I think
we have another hand. Just, I don't know, Georgette, Bilonda and Panda. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, moi j'avais une préoccupation. C'est-à-dire que lorsque on se porte candidat, n'est-ce pas? Et comment on peut faire la sensibilisation pour qu'on soit voté? Okay, merci bien. The question is, once decided to be a candidate or to be an observer, how can we make like the campaign in order to allow OTA to know that we are running for this position and we need their votes? Yeah, good question. I think there are a few things that you can do. Like I said, we will let you know when we have, if someone is selected to move forward to the voting phase, we will let you know before that voting begins, so you can reach out to your networks and let them know that you're a candidate. You can also encourage your networks to register to vote now so that they are able to participate in the voting phase when it begins. And then Sunny, I guess anything else that you might suggest based on your experiences as a candidate? Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Et je pense que déjà, c'est une étape d'être, quand on dépose sa candidature, les candidatures sont présélectionnées d'abord sur la base du contenu. Donc, une fois présélectionné, là, à ce niveau, on vous fera savoir que vous avez été présélectionné pour passer à l'étape du vote. Et à ce moment, vous avez la latitude d'encourager en tout cas votre réseau à voter pour vous. Donc, déjà au préalable, ce qui est important, c'est de faire enregistrer toutes les structures que vous connaissez un peu partout dans le monde, les encourager à être enregistrés pour être des électeurs. Parce que si vous avez l'intention de briguer pour le poste d'observateur, comme on l'a dit, donc vous les encouragez à être des électeurs. Donc, il faut qu'ils s'enregistrent au préalable. Une fois enregistrés, là, ils peuvent voter une fois que votre candidature est validée et passée à l'étape du vote. Donc, voilà un peu. Et à ce niveau, quand c'est passé au niveau à l'étape du vote, vous allez utiliser les mêmes canaux des mails, des réseaux sociaux, des appels pour leur dire que c'est bon, voilà la page où ils peuvent aller voter pour vous. Donc, nous, à notre temps, on avait utilisé les réseaux sociaux, les mails et puis les autres réseaux, les connexions que nous avons avec beaucoup de structures qui travaillent sur la question et qui ont le bulletin de vote. Donc, c'est très important dès à présent, si vous voulez être observatrice, déjà d'encourager toutes les organisations que vous connaissez à s'enregistrer pour avoir le bulletin de vote en tant que juste des simples électeurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci. Okay, Sunny, I think I do see one more hand up, but I know we're also 30 minutes over, so yes, absolutely. Yeah. I'll let, which is great. It's been great to hear all the questions and to be able to share information. So maybe what we can do is take this one last question, and then if anyone has any other questions, just feel free to reach out to me by email, and I can. Yes. Yes. Any more questions? Nous allons prendre la dernière question puisque déjà nous avons dépassé le temps prévu de 30 minutes. Et après, les gens peuvent continuer à nous poser les questions par email. Vous avez déjà les mails de Maya. Donc, que ce soit en français ou en anglais, vous pouvez poser la question. Elle se fera le plaisir de vous répondre. Et nous-mêmes, parce que nous sommes dans le même mailing list, donc on peut vous assister pour vous donner en tout cas toutes les informations nécessaires. Maintenant, nous allons peut-être écouter la dernière question.
Okay, last, maybe we have a new coming that didn't talk before, is Mahamadou Toudou. I don't know who is it. Oui, allez-y, allô? Allô, Zachary? Oui, Sani. Ah, oui. Ma question, c'est le deadline des candidatures. Oui, Sani. Oui, allô? Oui. Oui, j'aimerais savoir le deadline pour soumettre une candidature. Okay. He's asking about the deadline of submission. What a perfect last question for the webinar. Absolutely. The deadline to apply for to be an observer is October 30th at I believe it's 11, just before midnight UTC, and the deadline to apply for to register to vote is November 13th, just before midnight UTC. Ok, très bonne question pour conclure le webinaire. Donc, les deadlines quand même, c'est pour s'enregistrer en tant qu'électeur. Okay, pour les électeurs, vous pouvez aller jusqu'au 30 novembre. Mais par contre, pour les candidatures, nous avons ramené ça au vendredi 30 octobre. Si vous voulez être candidat en tant qu'observateur, les délais, c'est le 30 octobre jusqu'à minuit. Mais jusqu'au 30 novembre, les gens peuvent s'enregistrer en tant que des électeurs. Ok, très bien. Yes. Okay, fantastic. Donc, last word, maybe, Maya, if you want. Okay. I think that might be all the questions we have. So thank you very much, Sunny, for hosting this webinar and answering all the questions. Merci à tous d'avoir participé activement à ce webinaire. Et comme on l'a dit, nous restons disponibles pour répondre ou poursuivre les échanges ou pour répondre à d'éventuelles questions. Donc, nous avons les mails de tout le monde. Nous allons envoyer la présentation avec les liens nécessaires. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, dans la période du délai, à revenir vers vous, donner d'informations complémentaires si nécessaire. Merci encore à vous. Bonne soirée. Thank you, Maya, for the organization of this webinar.